Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, participe au 6e sommet de l'Union africaine. Et à Tadjoura, où s'est tenue une formation sur la subvention à travers les approches analytiques des gestions des cycles des projets. Et enfin, dans l'actualité internationale, parlant d'intelligence artificielle, ou comment l'intelligence artificielle et la robotique transforment le secteur de la santé estimé à 9 000 milliards. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de la République, président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part ce matin aux travaux du 6e sommet de coordination de l'Union africaine qui s'est tenu à Accra, capitale du Ghana. Cette réunion semestrielle est dédiée à l'évaluation des progrès des communautés économiques régionales en matière d'intégration économique. Aujourd'hui, des plateformes de présentation et analyses sur la gestion des analyses, les principales préoccupations de l'organisation continentale en vue d'aborder l'aptitude de l'Afrique à l'intégration économique, sa capacité à acquérir des attributs nécessaires à son autonomie financière, politique, mais aussi la tendance des États membres à privilégier le dialogue pour résoudre les différends. Les dirigeants africains ont discuté des sujets variés, notamment la réforme institutionnelle de l'Union africaine visant à transformer l'Afrique en une économie prospère et un continent pacifique et intègre. Ce sommet des chefs d'État et de gouvernement africains intervient dans un contexte marqué par des multiples crises politiques et sécuritaires à travers le continent. Les dirigeants africains ont martelé l'urgence de faire face à des défis complexes qui nécessitent une coopération renforcée et une action concertée de la part des dirigeants africains pour promouvoir la stabilité et le développement durable, pour construire une éducation durable et efficace. Et bien, dans le cadre de ce déplacement à Accra, le président de la République était accompagné des délégations de haut niveau comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, M. Abdi Mahamoud Haïbé, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République de Côte d'Ivoire et représentant permanent de notre pays auprès de la République du Ghana, M. Mohamed Burhan Ali, ainsi que le directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guelleh Idriss Omar. A noté également la présence au sein de la délégation conduite par le président Guelleh au Ghana du chef de cabinet de la présidence de la République, M. Mohamed Abdelkader Ibrahim, et de la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathia Jama Oudine. Eh bien, le chef de l'État a dédié le premier volet de cette intervention au récit de sa convergence de vues avec les réformes récentes engagées sous l'égide de l'Union africaine en faveur de la modernisation et de l'intégration communauté économique régionale du continent. Écoutons-le. Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs, at the outset, allow me to express my heartfelt thanks to my brother, His Excellency Nana Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana, as well as the Ghanaian people, for the warm welcome and generous hospitality extended to us since our arrival in this beautiful city of Accra. À juste titre, nous nous réjouissons encore une fois de l'institutionnalisation de la présente réunion qui nous permet de définir les priorités des CER, mais également d'harmoniser la gouvernance, l'efficience et l'efficacité dans la gestion du développement continental. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers des réalisations accomplies par notre Union dans le cadre d'initiatives majeures telles que, entre autres, la Vision 2063, la ZLECA ou encore la réforme institutionnelle. Cependant, le commerce intra-africain et l'intégration resteront des vœux pieux
si nous restons isolés les uns des autres. Oui, nos efforts de développement resteront vains tant que le système économique et financier international continuera de maintenir nos pays dans un corset de règles et pratiques qui freinent les flux d'investissement vers notre continent. C'est tout le sens du plaidoyer que nous, présidents des conseils régionaux, champions des différentes initiatives africaines, présidents de la Commission, ainsi que les présidents des institutions financières africaines devons mener sans relâche. Monsieur le Président, nous saluons la mise en œuvre du nouvel indice synthétisé d'intégration régionale africaine et félicitons à cet égard la Commission pour cette initiative déterminante. Cet outil innovant marque en effet une étape importante dans notre parcours collectif, garantissant une approche importante, participative à la fois des États membres et des CER vers une intégration et une responsabilité régionale plus soutenue. De plus, ce processus inclusif génère un sentiment d'appropriation qui est essentiel au succès d'un tel programme de transformation. Il est clair aujourd'hui que l'intégration régionale transcende les limites conventionnelles et de la libéralisation des échanges tels qu'initialement énoncés dans le traité d'Abuja. C'est dans cet esprit que la région de l'IGAD s'est dotée en juin 2023 d'un nouveau traité qui s'est inspiré des objectifs du traité d'Abuja et de la ZLECAf. Il ambitionne non seulement de renforcer le commerce, mais également d'adapter nos programmes afin de mieux répondre au contexte géopolitique et économique de notre région. Monsieur le Président, l'impératif d'un développement réussi requiert incontestablement une approche holistique qui intègre diverses dimensions du développement socio-économique et de la coopération. C'est pourquoi l'indice d'intégration révisé adopte une perspective plus large et englobe l'intégration commerciale, les infrastructures, l'intégration sociale, l'intégration financière et la libre circulation des capitaux. Il s'aligne de ce fait parfaitement au mandat stratégique de l'IGAD et garantit que nos efforts soient harmonisés avec les objectifs régionaux et continentaux communs. D'autre part, l'évolution des cadres de mesures discutés dernièrement à Kigali a été déterminante. En s'appuyant sur ces leçons, IGAD souscrit entièrement au développement d'un cadre adopté à ces objectifs. Un tel cadre devrait non seulement refléter les mandats généraux des CER, mais capitaliser aussi sur les avantages comparatifs uniques de chaque région. Il serait toutefois souhaitable à l'avenir que les enrichissements éventuels au cadre des mesures s'alignent sur les discussions en cours sur la division du travail entre l'Union africaine et les CER. Cet effort contribuera à clarifier les rôles de chaque CER dans le but de minimiser les chevauchements et d'éviter la duplication des efforts. Une telle lisibilité et compréhension amélioreront l'efficience et l'efficacité de nos efforts et mesures d'intégration collective. Eh bien, dans ce second volet, le président de la République et président de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a dévolu son intervention à la tribune de ce 6e sommet des coordinations de l'Union africaine à la paix et à la sécurité, notamment dans la Corne de l'Afrique. Récoutons le chef de l'État. Force est de reconnaître que malgré les avancées de notre Union, nos défis restent nombreux et pressants dans la région de l'IGAD, notamment en ce qui concerne la paix
et la sécurité. En effet, les crises internes ou encore les différends entre les pays membres dispersent nos efforts et nous retardent sur le chemin du développement. Permettez-moi d'attirer l'attention de ce sommet sur la situation extrêmement préoccupante de ce pays frère qu'est le Soudan. Les efforts de paix engagés jusqu'à présent, que ce soit sous les auspices de l'IGAD, de l'UA, le processus de Jeddah, les initiatives des pays voisins restent au point mort. Plus les combats se poursuivent, plus les risques d'un effondrement complet du Soudan augmentent. Cela aura sans aucun doute des conséquences extrêmement graves pour notre région. Djibouti, en tant que président en exercice de l'IGAD et en tant que pays frère du Soudan, soutient depuis le début toutes les initiatives visant à instaurer un cessez-le-feu donnant la voie à une paix durable. À ce titre, la présidence de l'IGAD, en collaboration avec l'Union africaine, l'Union européenne, la Ligue arabe et les Nations unies, ainsi les principaux États membres engagés dans les efforts de paix au Soudan vont se rencontrer à Djibouti le 25 et le 26 juillet pour une retraite des médiateurs. Cette dernière a pour objectif de conjuguer les différentes initiatives et ramener pacifiquement le Soudan à un processus politique inclusif et bien coordonné à travers un dialogue crédible. Nous espérons qu'à l'issue de cette retraite, toutes les parties prenantes parleront d'une seule voix et tireront parti de leur capacité et influence afin de mettre fin à cette guerre insensée et soulager les souffrances du peuple frère soudanais. Je vous remercie. On reste toujours au Ghana où le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a rencontré le président d'Angola, M. Joao Lourenço, en marge de la 6e sommet de coordination de l'Union africaine à Ghana. Cette rencontre a servi de cadre en vue d'aborder plusieurs sujets à l'ordre du jour de ce sommet, notamment l'importance de cette réunion pour aborder les sujets cruciaux et les défis actuels que les pays du continent africain font face, qui nécessitent une action concertée. Les deux chefs d'État ont également abordé des sujets liés aux intérêts des deux pays et les voies et moyens pour consolider la coopération bilatérale, renforcer davantage les liens entre Djibouti et l'Angola, redynamiser les échanges économiques entre les deux pays ont été au cœur des discussions entre les deux chefs d'État. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, M. Abdi Mohamed Haïbé, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République du Côte d'Ivoire et représentant permanent de notre pays auprès de la République du Ghana, M. Mohamed Burhan Ali, ainsi que le directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guélé Idriss Omar, ont participé à cette rencontre. Le chef des cabinets de la présidence de la République, Mohamed Abdelkader Ibrahim, ainsi que la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathia Jama Oudin, ont pris part à cette rencontre. On reste toujours au Ghana où le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a également rencontré le président du Nigeria, M. Bola Tinubu, en marge du 6e sommet de coordination de l'Union africaine qui s'est tenu au Ghana. Cette rencontre bilatérale a permis aux deux chefs d'État de discuter de plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les efforts de coopération économique, les initiatives pour renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays respectifs. Ils ont également échangé sur les défis actuels en matière de sécurité et de développement en Afrique, en réaffirmant leur engagement à promouvoir la paix et la stabilité sur le continent. Le sommet de coordination de l'Union africaine, qui réunit régulièrement les dirigeants africains, constitue une plateforme essentielle pour aborder les questions stratégiques et renforcer l'intégration économique et politique au sein de l'Afrique. La rencontre de deux dirigeants s'inscrit dans le dynamique visant à consolider les liens entre les nations africaines et à encourager une collaboration accrue pour le développement durable du continent. Les deux présidents ont souligné l'importance de la coopération régionale et ont convenu de poursuivre les discussions pour explorer de nouvelles opportunités de partenariat.
direction l'Éthiopie ou dans le cadre du renforcement de coopération entre la République de Djibouti et la République fédérale de l'Éthiopie, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ould Samadiri, a rencontré le ministre du Commerce et de l'Intégration de l'Éthiopie. Lors de cette réunion ministérielle conjointe djibouto-éthiopienne qui s'est tenue à Addis Abeba le 17 juillet, les deux parties ont discuté de plusieurs thématiques, à savoir la lutte contre la contrebande du khat, le commerce transfrontalier, ainsi que plusieurs autres sujets liés à la commercialisation du khat. Dans son intervention, le ministre du Commerce et du Tourisme a félicité son homologue éthiopien pour sa nouvelle nomination pour ce poste et a conclu dans son allocution que les différents points abordés dans cette réunion ont abouti sur des décisions fructueuses. Dans notre magazine de ce soir, nous vous parlerons de Djibouti Port Community Systems, qui, depuis sa mise en place, a déjà révolutionné plusieurs procédures relatives à la chaîne logistique. La numérisation qui est devenue gage de transparence, d'efficacité et de productivité pour les différents acteurs de la communauté portuaire. Reportage. L'avenir des ports passe aujourd'hui par la digitalisation. Dans ce domaine, les ports de Djibouti font office d'une figure de proue. Un enjeu de taille dans un monde régi par les lois du commerce international et un flux de trafic maritime qui s'intensifie. À terme, une logistique rapide, efficace et intelligente est plus qu'importante. Dans cette perspective, l'autorité portuaire a mis en place une plateforme digitale, le DPCS, connue sous Djibouti Port Community System. Cette nouvelle entité a pour objectif de coordonner, simplifier et rationaliser le processus d'importation, d'exportation et du transit dans les ports nationaux, les aéroports et les centres économiques régionaux. En d'autres termes, le DPCS se définit comme étant un nœud de connexion portuaire. L'objectif, dématérialiser tous les processus de la chaîne logistique. Cette plateforme offre un environnement sans papier pour la soumission des déclarations préalables à l'arrivée et au départ, ainsi que l'intégration avec le système portuaire et douanier afin de fournir une plus grande efficacité des opérations. La mise en place du DPCS a déjà révolutionné plusieurs procédures relatives à la chaîne logistique. La numérisation est devenue un gage de transparence, d'efficacité et de productivité dans différents acteurs de la communauté portuaire. sida maaha degdega ah oo qura oo looga dejiyo markabka. Ce nouveau système a facilité énormément de choses. L'optimisation et la visualisation des flux de marchandises ont offert aux clients une transparence de bout en bout du rapport de leur cargaison tout au long de l'approvisionnement. Aujourd'hui, dans un monde qui devient de plus en plus compétitif, avec des enjeux géopolitiques qui créent de nouveaux défis pour tous les ports maritimes du monde, Djibouti a pris les devants en instaurant tout un écosystème autour de ce système digital avec les différentes parties prenantes. En effet, la plateforme PCS de Djibouti rassemble tous les parties prenantes, notamment les agents maritimes, les transitaires, les sociétés de zone franche, les opérateurs portuaires et ceux du corridor, autorités portuaires et les agences douanières, chose inimaginable il y a quelques années. Par ailleurs, cette plateforme offre un environnement sans papier pour la soumission des déclarations préalables à l'arrivée et au départ, ainsi qu'à l'intégration du système portuaire et douanier afin de fournir une plus grande efficacité des opérations. Désormais, avec le système des PCS, la soumission en ligne est réduite indiscutablement les délais, mais aussi les coûts et assure la transparence de tous les acteurs de la chaîne logistique, tout en augmentant la visibilité pour un importateur ou un exportateur dans les régions enclavées comme l'Éthiopie par exemple. Depuis l'implémentation du DPCS, le port Clarence électronique permet aux agents maritimes d'économiser jusqu'à 5 heures et plus d'une centaine de dollars par transaction. Auparavant, ils devaient louer un remorqueur pour se rendre physiquement au mouillage pour fournir ces documents au capitaine du navire. La soumission et la validation des documents des arrivées des navires sans passer de 24 heures à 1 heure. La réservation pour la sortie des conteneurs et l'impression des gate pass, quant à eux, prennent moins de 10 minutes, soit un gain de 95% de temps. L'intégration avec le système de la douane a permis aux agences maritimes d'utiliser une seule plateforme pour la soumission des déclarations sommaires, appelées le manifeste, ainsi que les bancs de livraison électronique. Pour les propriétaires de marchandises, ce gain de temps est une aubaine. Le DPCS système a été bénéfique car il a relié tous les différentes parties prenantes.
Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de nous déplacer au port pour voir si la marchandise est arrivée. Le suivi. Ici, on occupe de tout du préacheminement, de la douane, de l'assurance, du tract and trace, etc. Grâce à ce système, nous proposons ainsi les avantages d'une offre complète à la possibilité de sur-mesure, car la grande promesse de la digitalisation est bien là. Éviter le morcellement dans la chaîne logistique du maritime. Dans un monde qui se globalise chaque jour, l'impératif de se digitaliser a été une condition sine qua non pour être un acteur incontournable. Pour cela, Djibouti a modernisé son système pour qu'elle soit capable de traiter encore plus d'informations plus rapidement, comme le permettent aujourd'hui les derniers outils technologiques. Direction le nord du pays où une formation de 3 jours sur le montage des demandes de subventions à travers les approches analytiques des gestions des cycles de projets et l'approche cadre logique a commencé au conseil régional de Tadjoura. Rappelons que ce programme de formation a attiré une participation active des divers acteurs clés des organisations de la société civile, de la gouvernance locale. Parmi les participants notables figurent le préfet de la région Tadjoura, le vice-président du conseil régional Tadjoura, le vice-président du conseil régional de Bok, le secrétaire permanent de la NCLD, les membres de l'équipe de gestion du projet AMF, les cadres des organisations de la société civile subventionnées, les agents territoriaux des régions de Tadjoura, de Bok et de Dikil. Cette initiative, soutenue par l'Association internationale des maires francophones et financée par l'Union européenne, vise à renforcer les capacités des leaders des organisations de la société civile, des autorités locales égyptiennes. La formation a été assurée par une experte principale du projet d'appui à la société civile en République de Djibouti, en partenariat avec l'AMF. L'objectif de cette formation est d'équiper les participants des compétences nécessaires pour élaborer des demandes de subventions solides et convaincantes. Les participants bénéficient d'un encadrement technique et pratique leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour monter des projets bénéfiques à l'ensemble de la communauté locale tout en s'inscrivant dans des axes stratégiques identifiés dans le plan de développement régional et national. Deuxième module qui vous sera dispensé aujourd'hui. Le premier module étant sur la gestion financière et celui-ci, ou celle-ci plutôt, sera sur la gestion des cycles des projets. Pour vous, porteurs des projets, ces apprentissages ou ces nouvelles compétences seront un renforcement au niveau des projets que vous êtes en train de mener. Donc, Madame la consultante, j'ai oublié, bienvenue à Tadjoura. Donc, merci à tous, donc bonne participation et j'espère que ceci vous sera un bagage de plus. Eh bien, comme je le disais, cette formation de 3 jours sur le montage des demandes de subventions à travers les approches analytiques des gestions des cycles des projets et l'approche cadre logique représente une étape importante pour le renforcement des capacités des autorités locales. Écoutons le coordinateur du projet. Le but premier est de favoriser des pratiques collaboratives permettant aux collectivités locales et aux ESC de répondre ensemble aux défis de leur territoire. Le programme de formation qui en découle comprend 8 modules, parmi lesquels celui que nous réunit aujourd'hui. Module 2, montage des projets de développement local. Les participants à cette formation incluent les coordonnateurs, les comptables de projets mis en œuvre par les organisations locales de la société civile, cadres territoriaux impliqués dans la coopération avec les ESC locales pour la mise en œuvre des projets. Je souhaite souligner l'importance de l'approche participative qui guidera cette formation. Vos idées, perspectives et contributions seront au cœur de notre démarche. Ensemble, nous allons créer un environnement d'apprentissage mutuel où chacun pourra s'exprimer et apporter sa contribution. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'équipe technique du PASOK ainsi qu'aux chargés des projets de la DIE pour leur contribution déterminante qui a rendu cet événement possible. Votre engagement et votre soutien illustrent l'importance de cette initiative. Je vous souhaite à toutes et à tous une formation enrichissante et productive. Que ces journées soient marquées par l'acquisition de nouvelles connaissances, la génération de nouvelles idées et le renforcement de notre engagement commun pour la réussite des projets de développement local en cours. Merci à chacun pour votre attention et bon courage à tous et à toutes et à tous dans vos efforts futurs. Merci.
Écoutons à présent les propos du préfet de Tadjoura. Mesdames et messieurs les participants, l'honneur m'est choix d'assister à cet atelier qui porte sur une formation relative au renforcement des capacités de la société civile. La société civile étant les porte-parole de la population, ils sont censés de participer à la gouvernance. Cette formation a eu lieu auparavant sur la gestion financière d'un projet donné, et cette fois-ci sur le cycle de projet. Cette formation, comme on appelle, qui s'est fait à la carte, c'est-à-dire elle se fera non seulement en théorie mais aussi en pratique pour que les participants puissent s'imprégner et acquérir des connaissances pour la formulation d'un projet. Il me semble que vous êtes venus de différents horizons et ceci démontre la volonté de rehausser et de relever les défis auxquels vos populations concernées sont vues au quotidien. Alors une fois, je vous souhaite bonne continuation. J'espère que vous allez participer d'une manière effective. Et je vous souhaite bonne chance. On reste toujours dans le nord du pays où la région emblématique de Tadjoura connaît une révolution verte. Le soleil ardent et aride de cette contrée constate désormais avec une innovation agricole prometteuse une ferme hydroponique agropastorale récemment inaugurée par le président de la République. Dans un monde ravagé par le changement climatique, cette initiative marque une étape décisive pour l'autosuffisance alimentaire et le développement rural de la région. Le projet, fruit de la collaboration entre des experts nationaux et internationaux, représente une synergie parfaite entre tradition pastorale et modernité technologique. La ferme hydroponique, symbole d'un futur durable, repose sur des techniques avant-gardistes qui défient les limitations naturelles de l'environnement local, en substituant le sol par des substrats neutres et en optimisant l'utilisation de l'eau grâce à des systèmes de recirculation. Elle offre une réponse pragmatique aux défis de la culture en zone aride. Les plantes y proposent et prospèrent dans un écosystème contrôlé, bénéficiant des nutriments soigneusement dosés, tandis que les méthodes de culture verticale maximisent l'espace disponible. Mais cette ferme ne se limite pas à la seule hydroponie. Elle intègre également des pratiques agropastorales permettant ainsi une coexistence harmonieuse. L'inauguration de ce projet par le président de la République est un témoignage de l'engagement du gouvernement envers la modernisation agricole et la lutte contre l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, ferme hydroponique agropastorale Tadjoura incarne une vision et une volonté inébranlable de réinventer l'agriculture en mêlant innovation technologique et respect des traditions locales. Elle ouvre une nouvelle voie vers un avenir où la culture est synonyme de durabilité et de prospérité. iyo aagga dikhil ilahaa tuduri aynu nahay lama aasi karo way dhaqan waa astaan aynu leenaho lama oodi karo afku waa tilmaam ino gaaraho laynagu ogyahay nambar samano inkii gabuuti ama nibaado inkii nixeduma nambar samano inkii gabuuti ama nibaado inkii nixeduma miinay jabuuti hoyoy jabuuti doobo ko nabtee daliinako midnimo nabtee silaadhako miinay jabuuti hoyoy jabuuti doobo ko nabtee daliinako
bien, quelques mois après l'inauguration triomphale de la ferme hydroponique agropastorale de Tadjoura, le président du conseil régional, Omar Hussein, s'est exprimé devant les micros de la presse, offrant un état des lieux détaillé des récentes productions agricoles. Avec un enthousiasme contagieux, il a relevé une sélection remarquable des produits frais et savoureux issus de cette initiative innovante. Nos efforts portent déjà leurs fruits, a-t-il proclamé avec fierté. Nous sommes heureux de vous présenter une variété exceptionnelle des légumes, tous cultivés avec soin, dans un environnement contrôlé, sans pesticides, pour garantir la meilleure qualité et fraîcheur possible. Parmi les trésors agricoles de cette ferme, on compte aujourd'hui des épinards vigoureux, du basilic parfumé, de la laitue croquante, du capsule éclatant, du brocoli nourrissant, du persil, du céréalier croquant et de la betterave riche et des poireaux. Ce n'est que le début, a ajouté Omar Hussein. Les yeux brillants d'anticipation, chaque légume représente le fruit de notre engagement envers une agriculture durable et innovante de l'environnement. Cette intervention passionnée du président du conseil régional a insufflé un regain d'optimisme et d'enthousiasme parmi les participants. Elle a également souligné l'importance cruciale et le potentiel immense de la ferme agropastorale de Tadjoura, non seulement pour le paysage agricole, mais aussi comme modèle pour l'avenir. De là, nous passons vers le sud du pays, où sur la route du développement passe par le développement de la route. Le gouvernement djiboutien a pleinement saisi l'importance en modernisant les infrastructures routières. La récente finalisation des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5, spécifiquement le tronçon Doudou-Balala à Lissébié. Une réalisation qui a bien plus qu'un simple projet de construction et qui a aujourd'hui symbolisé une vision audacieuse pour l'avenir du pays. La route menant à la région d'Ali Sébié, désormais bitumée, ouvre des nouvelles perspectives économiques et sociales pour la région. Les habitants d'Assejour, autrefois confrontés à des voies impraticables, bénéficient maintenant d'une accessibilité accrue. De plus, cette route stratégique est un corridor vital pour le paysage des poids lourds éthiopiens transportant les marchandises, consolidant ainsi Djibouti comme un hub logistique de premier plan. La vision du gouvernement s'est concrétisée par des actions tangibles et bénéficiées pour tous les citoyens. La modernisation des infrastructures routières, comme en témoigne le bitumage de la route menant à Ali Sébié, est une preuve indéniable de l'engagement à promouvoir un développement inclusif et durable. La réussite de ces projets est une véritable aubaine témoignant des efforts soutenus du gouvernement pour transformer Djibouti en une nation prospère et connectée. Les avancées réalisées, souvent des perspectives prometteuses pour l'avenir du pays, confirment le rôle central des infrastructures dans le développement économique et social de la nation. Ces routes, désormais lissées par le bitume, se transforment en artères vitales, insufflant une nouvelle dynamisme à chaque village et quelques traverses d'Ali Sébié, jadis isolées, voir ses horizons, élargir ses potentialités économiques, démultiplier les camions éthiopiens transportant des marchandises de valeur, traversant maintenant la région avec une facilité déconcertée et déconcertante, rendant palpable l'idée d'un Djibouti carrefour du commerce régional. Et dans l'actualité internationale, je vous disais dans le titre, comment l'intelligence artificielle et la robotique transforment le secteur de la santé estimé à 9 000 milliards d'euros. Eh bien, c'est dans un échange où le secteur mondial santé a été évalué à 9 000 milliards d'euros, soit 11% du PIB mondial. Ces marchés immenses est transformé par les progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle, outre de nouvelles applications permettant aux patients de prendre le contrôle de leurs propres données de santé. Des échanges s'est entretenu avec des médecins spécialistes de l'hôpital Amman au Qatar qui ont constaté que l'intelligence artificielle et la robotique améliorent considérablement les soins dispensés aux patients. Et enfin, dans l'actualité internationale, cette information de dernière news qui nous était parvenue, où le président démocrate Joe Biden a annoncé ce soir, dans un communiqué publié sur le réseau social X, le retrait de sa candidature pour l'élection présidentielle américaine prévue en novembre, lors de laquelle il devrait affronter l'ancien président républicain Donald Trump. Nous reviendrons plus en détail sous nos prochaines éditions. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.